Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Hello, bienvenue dans cette nouvelle émission Nous ne sommes pas trop vieux pour cette connerie, où j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Léna ce soir. Merci Léna d'être venue. Eh bien, merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir d'être là avec toi. Ah, moi aussi, surtout que je suis sûr que ton parcours de lectrice va être très intéressant. J'imagine qu'il doit être... En tout cas, ça m'intéresse. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, cette émission, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. C'est simple, on va parler du 9e art dans son ensemble, bande dessinée, comics, manga. Voilà, chacun de mes invités a ses propres appétences par rapport aux médias, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire que non, ce n'est pas réservé aux enfants. Il y a des thèmes qui sont à la fois très matures, des problématiques, des thématiques, mais également des émotions que l'on ressent en lisant des bandes dessinées. Et quand bien même les enfants pourraient la lire, nous aussi, en tant qu'adultes, on peut ressentir quelque chose. Et c'est ça le plus important, c'est effectivement de briser cette barrière. Voilà, tout le monde peut lire des bandes dessinées et y retirer beaucoup de choses. Léna, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, te présenter un petit peu, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, par rapport au YouTube game, au comics game, beaucoup de choses. Eh ben, moi, je m'appelle Léna et je suis chroniqueuse dans l'émission Comics Discovery et dans Geek en série. Et on peut aussi me retrouver sur pas mal de programmes de la chaîne de Jules et Nico. Voilà, un petit peu par-ci, par-là. J'ai aussi un Instagram qui s'appelle Léna Comics Discovery où je fais des mini-reviews de séries et voilà, où je partage un petit peu les différentes actus que je peux faire avec les autres. D'accord. Et donc effectivement, on te retrouve via Comics Discovery, via leur site aussi, James Fay, j'imagine. C'est ça, ouais. Ils ont un site James Fay où des fois on écrit aussi des articles sur les comics qu'on lit. D'accord. Et t'as rejoint l'équipe quand? Parce que j'ai rejoint l'équipe pas longtemps après le Covid. Enfin, c'était en 2020, l'année du Covid, et voilà. D'accord. Ok. Ouais, donc ça fait, mais enfin, dans ces 2 ans, presque 3 maintenant, j'imagine que tu as dû lire pas mal de choses avec eux parce que ils font une émission par semaine, plus effectivement les autres geeks en série et autres auxquels tu participes aussi. Ça va être pas mal. Donc, du coup, quel est ton parcours de lectrice? Comment as-tu commencé cette aventure du 9e art? Eh bien, c'est vrai que moi, contrairement à beaucoup de personnes qui parlent de comics un peu sur YouTube, moi j'ai commencé les comics très tard. Alors j'ai toujours eu un lien. Alors je pense un peu comme tout le monde, la bande dessinée. J'ai commencé quand j'étais petite avec les Astérix, les Tintins, les Boule et Bill, les Cédric, tout ce que mes parents pouvaient m'acheter quand j'étais enfant et que j'adorais lire. Mais moi j'avais plus une appétence un petit peu pour les livres. Je lisais vraiment beaucoup de romans. J'étais le genre d'enfant à qui on confisquait son livre parce qu'elle lisait discrètement à table en croyant qu'on la regardait pas. Donc voilà. Mon entourage proche. Et ce n'est pas moi. Mais voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour la lecture et les bandes dessinées. C'est vrai que sortie du cercle familial, j'en lisais pas beaucoup parce que pour moi, un peu bêtement, je trouvais que c'était plus rentable entre guillemets d'acheter un roman que j'en avais pour plus de temps qu'une bande dessinée que je lisais assez vite. Et comme je lisais beaucoup, je trouvais que ça revenait vite cher comme budget. Et c'est pour ça aussi que je m'étais pas trop lancée dans les comics. C'était quelque chose que je voyais de loin et je me suis dit, quand on s'engouffre là-dedans, je pense qu'après c'est difficile on perd facilement pied. Et c'est vrai que j'avais lu du comics à l'époque sans savoir que c'était du comics parce que j'avais lu les Walking Dead de Kirkman parce que je regardais la série, parce que j'avais envie de savoir ce qui se passait après. Je savais que c'était inspiré de comics, de bandes dessinées, donc j'avais lu ça. Mais c'était, je pense, la seule chose que j'avais lu en comics. Et c'est vrai qu'au fil de mes écoutes, je suis tombée sur l'émission de Comics Discovery que j'écoutais en auditrice. Et c'est après donc c'est vrai que j'avais du mal à savoir par où commencer. Je trouve que pour les gens qui n'ont jamais lu de comics, surtout dans les Big Two, c'est pas facile toujours de savoir où commencer. Il y a un peu une continuité, on s'y perd un petit peu. Et j'étais à la recherche pas mal d'émissions que pouvaient faire les gens et qui pouvaient donner des petits tips
pour commencer les comics, des portes d'entrée, c'est ça. Et je me souviens que sur une émission de Comics Discovery, ils avaient dit eux ils conseillaient de choisir un super qu'on aimait bien et puis de commencer par là. Et c'est comme ça que je m'étais lancée dans Batman. Donc j'avais commencé par année 1, un long Halloween, et puis en enchaînant, et c'est vrai que en mettant le pied dedans, j'ai trouvé ça, on a du mal à s'en sortir après. C'est ça. Surtout que c'est des récits qualitatifs, quoi. Et c'est vrai qu'on se fait souvent une fausse image un petit peu, alors qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et après, donc, on m'a proposé de rejoindre l'équipe de Comics Discovery, même si j'avais très peu de bagages. Alors, il m'a dit que c'était aussi intéressant d'avoir un œil un petit peu nouveau. Et c'est là que, en faisant une émission par semaine, j'ai été amené à faire beaucoup de choses et à plonger dans le monde du comics. Et arrive ce que j'ai un petit peu redouté, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on a envie de tout lire, on a envie de tout acheter. Mais bon, c'est un mal pour un bien, parce que c'est quand même un chouette univers. Et puis moi je suis super contente parce que c'est comme ça qu'aussi qu'on fait des rencontres, qu'on partage, et que justement j'ai pu interagir avec toi et avec d'autres personnes, et je trouve que c'est super cool finalement de pouvoir partager autour d'une passion. Et puis c'est quand même un médium qui est vraiment très varié, je trouve, et qui offre beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Tout à fait, on a une fausse image du comics avec les super-héros finalement, mais ça n'est pas que ça. C'est ça. C'est une grosse partie très médiatisée. Effectivement, il y a plein d'autres choses. Et, notamment avec le MCU, c'est vrai que ça a un petit peu explosé. Ah oui, après, c'est vrai que tout le monde connaît Superman, tout le monde connaît Batman. Mais qui en a lu déjà? Mais non, c'est pas tout le monde. C'est ça. Mais ouais. Et c'est vrai que, d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'en plus, avec l'émission, tu as vraiment tous les styles de comics balayés. Il n'y a vraiment aucune... C'est ça. Vraiment sur tous les styles. Mais... donc, BD franco-belge plutôt au démarrage, les comics qui t'ont attiré. Et la question, je sais que t'as des mots parfois un peu durs. Oui. Non, mais c'est bien d'en parler aussi. Sur les mangas. Manga, tout à fait. Oui, alors c'est vrai que je vais en profiter que tu me donnes la parole aujourd'hui pour établir un petit peu la vérité. Je ne déteste pas les mangas, c'est vraiment du troll. C'est y a rien du tout c'est pour rigoler. Et non, c'est vrai que les mangas, c'est un peu un tout. C'est moi une culture avec laquelle j'ai pas forcément d'affinité de prime abord. C'est un format qui m'attire moins. Je suis pas très noir et blanc. Alors il y a de tout, et je sais que c'est super riche. Tout le monde me dit, et je suis persuadée qu'il y a des mangas que je pourrais lire qui me plairaient. Je doute pas. Mais en fait, il y a déjà tellement de choses à lire. Que je préfère me concentrer un petit peu sur les comics. Alors je dis pas, je lirai jamais de manga ou quoi. Je suis sûre qu'il y a des choses qui pourraient me plaire. Je dis pas le contraire. Mais voilà, je trouve que c'est déjà un gros morceau. Les comics, c'est déjà très vaste, c'est ça. J'arrive déjà pas à lire tout ce que j'aimerais lire, mais du coup c'est un peu compliqué. Il y a tellement de choses qu'il faut choisir. Et c'est vrai que je lis un petit peu de franco-belge aussi par l'intermédiaire. J'aime beaucoup tout ce qui est festival. Tout ce qui est festival, c'est vrai que ça m'aide à découvrir aussi des choses vers lesquelles j'irais pas forcément, et de pouvoir échanger aussi et de pouvoir avoir des conseils, c'est intéressant. Donc j'en lis moins forcément, mais je suis pas fermée, et quand je peux tomber sur une BD, j'aime bien. C'est vrai que la franco-belge, c'est pareil, c'est aussi très très vaste. Et ouais, c'est très vaste aussi. On pense pas, mais ouais, non, c'est énorme, c'est énorme. Surtout forcément en France et les pays européens, mais c'est vrai que on a un univers du 9e art qui est en fait très très riche, très très riche. Et c'est vrai qu'après, on peut pas tout lire, on peut pas tout acheter. On aimerait bien pouvoir tout acheter. Oui, on aimerait bien. Et puis, même si on pouvait tout acheter, il y a aussi le temps. Malheureusement, on n'a pas non plus le temps de tout lire. Et des fois, il faut faire des choix. Mais bon, c'est toujours agréable de pouvoir découvrir des nouveaux titres et de pouvoir échanger dessus, quoi. Tout à fait. Et donc, au cours de ton parcours de lectrice, est-ce qu'à un moment donné, effectivement, une fois que tu as quitté l'enfance, l'adolescence, et que tu as commencé à acheter des comics, etc., plus en tant qu'adulte, est-ce qu'il t'est arrivé, cette fameuse question de soit tes proches, soit tes amis, de tomber sur tes lectures et de te dire, mais qu'est-ce que tu lis, toi qui lisais, en plus tu disais que tu lisais des livres, des vrais livres. Voilà, c'est ça, des vrais livres. Tu préfères pas reprendre, c'est pas pour les gamins tout ça, qu'est-ce qui se passe? Alors,
genre j'ai jamais eu directement ce genre de réflexion parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de dans ma famille en tout cas d'avoir des gens qui étaient déjà un petit peu passionnés de bande dessinée. Ma mère est professeure documentaliste et elle fait beaucoup de choses autour de la BD. Elle a emmené ses élèves à Angoulême. Enfin moi c'est des trucs que j'étais trop jalouse en fait. Donc j'ai un cadre familial là-dessus qui est assez cool. Mais c'est vrai que dans le monde du travail notamment, alors pas sur les comics parce que souvent les gens connaissent pas en fait, mais sur la pop culture en général. Moi, j'ai déjà eu des réflexions du style, par exemple, quand je lisais ou quand je parlais d'univers comme Star Wars, comme Harry Potter, comme tous ces univers un peu de pop culture, qu'on me dise ah mais ça va, c'est vrai, toi t'es encore jeune, donc c'est pas étonnant que tu sois encore dans ces univers-là, t'es jeune, ou alors qu'on me dise que quand je parle de lire des comics, qu'on me dise ah bah tu t'es intéressé par les mêmes choses que mon fils qui a 8 ans, et mais pas sur mais un petit peu sur un ton un petit peu, un peu pas moqueur, condescendant, mais un petit peu comme ça, tu vois. Et, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est pas vrai en fait, et que je pense qu'il y a tous ces univers et que ce soit les comics, il y en a pour tous les goûts. Et c'est pas parce que on a 40, 50 ans, même qu'on n'importe quel âge, qu'on peut pas apprécier ou qu'on peut pas trouver son bonheur dans la pop culture, dans tous ces univers qui ont souvent plusieurs couches de lecture en plus, et où on peut trouver son compte, quoi. On s'en rend compte sur justement toutes les BD franco-belges qu'on connaît très bien, comme les Schtroumpfs, etc., qui derrière, on le sait, avaient des messages un peu cachés sur la politique, sur plein de choses. Donc ouais, effectivement, il y a toujours une deuxième lecture, et puis j'irai pas donner à mon fils Walking Dead, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais comme tu le dis, je sais que tu l'as déjà dit plusieurs fois dans cette émission, c'est vrai que souvent la BD franco-belge en tout cas a plus cette image un petit peu plus adulte. Enfin, on pense plus facilement qu'il y a des récits plus matures et plus adultes que les comics, alors que finalement c'est pas du tout vrai. Il y a de tout aussi en comics. Un peu plus ouais, c'est ça, un petit peu plus noble, un petit peu plus élitiste d'une certaine manière, même si j'aime pas le dire comme ça, parce qu'il y a de tout pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a moins cette image dans les comics, parce que souvent les comics c'est catalogué juste Marvel, DC, et on pense pas souvent à tout ce qui est indépendant. Et même chez Marvel et DC, il y a des récits qui sont très matures et qui ont marqué profonds. Aussi. C'est ça. Ouais. On se souvient effectivement des X-Men avec Dieu crée, l'homme détruit, qui était quand même une grosse allégorie sur le racisme et sur justement la ségrégation aux États-Unis, quoi. C'était effectivement, on n'y pense pas parce qu'on pense que les X-Men, c'est le gars avec les griffes, quoi. Et puis le reste on l'oublie. Il y a un vrai discours derrière, en fait. Ça, vous aviez parlé de Magnéto Testament aussi, c'est pareil, ça parle des super d'une certaine manière, mais de manière plus sérieuse aussi, et en dénonçant des choses aussi. Et effectivement, je pense de toute façon, il n'y a pas d'âge pour bouder, pour ne pas bouder son plaisir, justement. Et puis même, on peut même plus âgé avoir envie de lire des choses sans qu'il y ait de message, ou juste que ce soit du divertissement et pas avoir à justifier, je pense aussi. Enfin. Effectivement, c'est assez marrant parce que on reprochera jamais à quelqu'un de voir un film totalement brainless, parce qu'il y a des acteurs qui sont connus, etc., qui ne vont pas apporter grand chose. Par contre, lire du Batman, là, on va, non, quand même. C'est vrai. Bon, c'est comme ça, il faut changer. Mais les mœurs ont quand même tendance à changer quand même. Oui. Moi, je vois que, d'ailleurs, j'en parlais, avec un autre invité, mais c'est vrai que maintenant tous les jeunes sont vraiment très ancrés dans la pop culture, quelle qu'elle soit. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Avant, on était un petit peu mis au banc, le nerd, etc. Maintenant, c'est un peu classique. Tout le monde connaît au moins deux noms, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, je le vois, hein, même si moi j'en lis pas, autour des mangas, autour des animés, c'est des choses qui sont assez populaires aujourd'hui, et je pense qu'à l'époque, quelqu'un qui lisait un comics ou qui lisait un manga, même quand il y en avait très peu, il pouvait être le geek ou il pouvait être dans son coin. Aujourd'hui, ceux qui regardent des animés ou qui lisent des comics ou des mangas souvent ils sont qualifiés de cool, ou ils sont ça change, quoi. C'est même l'effet inverse. Celui qui ne va pas regarder la série en cours va être mis au banc. On a changé complètement le. Ouais. Bon, ce qui est pas forcément bien quand on tombe dans l'autre extrême, mais bon, au moins. C'est pas bien non plus. Ouais, on est sûr. Ça a le mérite de populariser un petit peu et de vendre ses titres et d'en faire découvrir, quoi. Parce qu'au final, c'est quand même de la découverte. Tout à fait.
Tout à fait. Et en parlant de découverte, il me semble que tu nous as préparé un titre pour ce soir. C'est ça. Alors Il ce s'agit soir, donc- voilà, tu as très bien mis les images. Voilà, donc je vais vous parler de Fondu au noir. Voilà, un titre de Ed Brubaker et Shane Phillips que tu n'as pas lu, il me semble. Tout à C'est une fait. découverte. J'ai Et j'ai lu assez peu de titres de ce duo. Pour être tout à fait franc, j'ai lu Criminal, tome 1, et j'ai lu Pulps. Mm. Donc Et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Et oui, mais pour resituer un petit peu moi ma découverte, c'est vrai que quand j'ai intégré Comics Discovery, j'ai lu beaucoup d'indés. Finalement, on fait beaucoup plus d'indés que de mainstream. Et ma première vraie claque, je pense, en indé, c'était Pulp justement. Et c'était super court, mais c'était condensé. Je m'étais dit, mais c'est ce truc, ils tiennent un truc. Et il y a un univers qui me fascine un petit peu. Il y a un dessin, une ambiance qui me touche. Et l'année d'après, on a fait Reckless dans l'émission, donc qui est du même duo d'auteurs. Et pareil, je me suis dit, il faut que je creuse parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils avaient fait en binôme parce qu'ils ont quand même pas mal de comics à leur actif au final. Et je suis tombée sur ce titre donc Fondu au noir. Et si Pulp a été une claque, on peut dire que Fondu au noir, ça a été un peu un uppercut. Voilà, moi, ça fera partie de mes lectures, je pense, les plus marquantes, tellement je suis tombée dans un puissant fond, on peut dire. Et donc, Fondu au noir, ça nous plonge donc dans une histoire qui se passe à Hollywood en 1948. Donc, on sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout ce climat un petit peu où on est encore dans la chasse aux communistes, où on a toute cette ambiance. Et on se trouve donc à Hollywood. Et on rentre dans le comics avec le personnage principal qui s'appelle Charlie Parrish et qui se réveille dans une baignoire avec une gueule de bois carabinée. Alors il a un petit peu perdu ses repères, il sait pas où il est, donc il comprend rapidement qu'il doit être dans un des, parce qu'en fait ils sont sur un tournage de film et donc il y a un sorte de village du film de bungalow pour toute l'équipe technique et tous les acteurs, et donc il dit qu'il doit être dans un des bungalows qui sont alloués à l'équipe. Et en passant la porte d'à côté, il trouve un cadavre. Donc le cadavre de Valeria Somers qui est la tête d'affiche du film qu'ils sont en train de tourner. Donc lui est le scénariste et elle est l'actrice vedette, qui est montante, celle que tout le monde aime, une jolie femme blonde que tout le monde adore, et elle est morte. Et il remarque qu'elle a été étranglée, sauf que lui n'a absolument aucun souvenir de la soirée de la veille, il ne sait pas ce qui s'est passé, donc il comprend qu'elle a été tuée, mais lui ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, dans la panique, il dit je vais être la première personne qui va être accusée, puisque je me réveille ici, je suis incapable de dire ce que j'ai fait la veille. Donc, il commence à effacer un petit peu toutes ces traces, et il rentre dans son bungalow en lissant le cadavre, et il fait comme si de rien n'était. Donc il se rendort. Un peu plus tard, il est réveillé par une jeune femme qui s'appelle Dottie, qui est l'attachée de presse du film, et donc il lui annonce qu'ils ont retrouvé le corps de Valeria qui est morte. Donc lui, il mime un petit peu la surprise, mais il était assez proche de Valeria, c'était son amie, et il avait un petit crush pour elle, il l'aimait beaucoup. Donc lui aimerait savoir ce qui s'est passé, et assez vite, il est convoqué dans le bureau de Brodsky, qui est l'agent de la sécurité. Donc il veut lui poser un petit peu des questions sur la soirée de la veille et lui dire de taire certains passages. Donc déjà, ça l'intrigue un petit peu. Et pendant que l'agent de sécurité sort de son bureau, il va prendre le dossier qui est sur la table et il va découvrir une photo de Valeria pendue. Donc quelqu'un est passé derrière lui pour, entre guillemets, faire le ménage et faire passer le meurtre pour un suicide. D'accord. Et donc de là, on rentre dans l'histoire où Charlie va essayer de découvrir un petit peu ce qui est arrivé à Valeria. Pourquoi est-ce que quelqu'un a maquillé son meurtre en suicide, et donc a essayé de recoller un petit peu tous les morceaux du puzzle de ce qui s'est passé la veille et dont il n'a aucun souvenir. Et tout ça sur fond de tournage, donc de tournage du film où Valeria devait tenir le rôle titre. Et donc il faut subir les conséquences de ce qui se passe, c'est-à-dire il faut remplacer la tête d'affiche. Donc il trouve une jeune femme un peu naïve, pleine d'ambition, qui va remplacer Valeria, mais elle souffre un petit peu de la comparaison parce que c'était pas elle le premier choix. Il y a tout ça. On découvre un monde assez sombre, assez noir, avec des producteurs aigris, plein d'argent, qui n'hésitent pas à outrepasser leurs droits parce qu'ils ont du pouvoir. On découvre
le personnage du meilleur ami un petit peu de Charlie, qui lui aussi est scénariste, mais comme il a un petit peu le sang chaud, il a fini par se faire bannir un petit peu du milieu. On veut plus de ses scénarios. Et comme Charlie, lui, a du mal à écrire, on a un petit peu le syndrome de la page blanche, comme ont certains auteurs. Et bien, ils ont monté une combine tous les deux, où c'est donc son meilleur ami Jill qui lui dicte les textes, lui qui les écrit et qui les vend à son nom. Et comme ça, ils ont monté une petite combine où ils travaillent tous les deux ensemble. Et donc, Charlie est amené finalement à dévoiler qu'il a oublié ce qui s'est passé, que Valeria a été tuée. Et c'était peut-être pas la meilleure idée parce que son ami, il a beaucoup le sang chaud et puis c'est un peu le genre de personne qui en veut à tout le monde pour ses malheurs, qui veut un petit peu se faire justice. Donc il y a tout ce côté-là aussi qui est assez intéressant. Et ce que j'aime vraiment dans ce titre, c'est qu'on a une galerie de personnages qui est assez riche. D'ailleurs, au début du comics, on nous présente direct une sorte de trombinoscope avec des dessins de tous les personnages et leurs noms et leurs fonctions. Et je trouve que c'est assez judicieux parce que c'est un titre encore une fois qui est très riche avec beaucoup de personnages et c'est bien de pouvoir s'y référer parfois, de dire ah oui, bon lui je sais plus exactement qui c'est, de pouvoir revenir au début juste pour voir à qui ça correspond, quel est son rôle, quelles sont ses relations. Donc ça c'est super sympa et c'est vrai que ce sont des personnages qui sont vas-y, je voulais Ouais, du coup, ce trombinoscope, effectivement, donc t'as le casting, en fait, comme le film. Ouais, le casting, c'est ça, un peu le casting. T'as le casting de tout ça, et après, ouais, donc tu peux t'y référer un petit peu. Ils sont bien tous différenciés, qu'il n'y a pas de quoi. Oui. Et pour le coup, avec le dessin de Sean Phillips, je sais qu'il y a des titres où moi ça m'a fait l'effet où des fois je savais plus parce qu'il y avait deux personnages qui se ressemblaient un petit peu. J'arrivais plus à savoir lequel est lequel. Là, ils ont vraiment tous des traits différents et on se trompe pas généralement. On arrive très facilement à identifier de qui il s'agit. Et du coup, ça aide à pas être perdu. Et c'est une lecture qui est un petit peu exigeante parce qu'il faut prendre son temps. Il faut pas être dans le speed quand on le lit, être pressé. Mais c'est super comment dire, c'est super ludique finalement. Et tous ces personnages, ils sont assez riches. Même Charlie, par exemple, qui est le héros entre guillemets de l'histoire, c'est pas un héros parfait, loin de là. Lui aussi, il a ses défauts. On voit que il a tendance à s'enticher un petit peu facilement de toutes les femmes de son entourage, de cette nouvelle actrice qui prend la place de Valeria. Et il commet aussi des erreurs. Et c'est pour ça que c'est assez. On l'a vu dès le début là où il panique et il efface ses traces. Oui, c'est ça. Il panique et sur plein de choses. Il peut être colérique un petit peu. Il va souvent se disputer avec son meilleur ami parce qu'il va pas être d'accord avec ce qu'il fait. Et tous ces personnages, il y en a aucun qui est vraiment parfait. Ils ont tous leurs défauts. Ils sont tous hauts en couleur. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est la richesse et le double tranchant. De ces personnages, il n'y en a aucun qui est vraiment totalement gentil, aucun qui est vraiment le grand méchant. On n'est pas dans un état manichéen où il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les requins d'Hollywood et les acteurs tout gentils. C'est ça. Ouais. C'est ça. Même la plupart ont quand même des grosses parts d'ombre. Il y en a, à part, je dirais que l'actrice qui remplace Valeria, qui s'appelle Maya, elle est un peu naïve, un petit peu plein d'espoir. Et donc c'est un peu le personnage peut-être le plus solaire du comics, mais au final qui se rend vite compte que c'est pas aussi simple que ça, qu'Hollywood, comme c'est des sujets qui ont plein de fois été traités, mais on croit que être actrice c'est avoir la belle vie, on a des paillettes plein les yeux et finalement des fois on se confronte à la dure réalité de ce que peut être un tournage, de ce que peuvent parfois dans ces années-là où c'était quand même il y a plein de choses je sais pas si on en parle dedans, mais il y avait sûrement des liens avec la mafia, des pots de vin, des choses un petit peu noires dans la production des films finalement. C'est un récit qui est très noir. C'est peut-être toute proportion gardée un peu plus propre, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait pas mal d'argent qui circulait, qui venait, on ne sait pas d'où, mais qui servait à faire les films. C'est ça. Et on voit tous les dessous, on voit tous les bidouillages. On voit par exemple, donc on a le personnage de l'attaché de presse qui parfois va mettre en scène toutes les apparitions publiques des acteurs. Va dire à certains acteurs de traîner ensemble pour lancer la rumeur d'une amourette, pour que ça intéresse le public, pour que ça fasse vendre plus de titres, pour que les gens aillent voir le film. Et donc il y a tous les dessous, on voit comme tout est fabriqué, les scénarios qu'on demande de réécrire 1000 fois parce que tel dialogue marche pas, et le scénario est souvent de plus en plus bancal, mais finalement c'est parce que c'est une exigence du réalisateur ou du producteur et comme c'est lui qui finance, c'est lui qui décide, quitte à ce que le film soit moins bon au final. Et il y a tous ces trucs où des fois les filles sont incitées à faire des choses
des choses qu'elles n'ont pas envie de faire si elles veulent briller. Et donc c'est vraiment, ça dépeint pas un beau visage d'Hollywood, hein, c'est vraiment très sombre, ça montre tout le côté sale un petit peu qu'il peut y avoir derrière les tournages, hein. Ça me fait penser à un film, mais je suis incapable de me souvenir, de savoir si le titre auquel je pense est bon. LA Confidential ou quelque chose comme ça avec qui se passe un peu dans ces années-là. Je sais pas si ça te dit quelque chose ou alors je confonds avec. Ça me dit rien, mais ça peut être tout à fait ça et que je le sache pas. mais voilà, cette ambiance très très noire où on a à l'époque, parce que j'imagine que ça doit être comme ça dans le comics, tous ces hommes qui sont toujours en costume, qui sont très très chics finalement, parce que c'était l'époque, parce que avec leur chapeau, avec leur cigare, avec le whisky qu'ils peuvent boire, etc. Quoi, je vois bien cette ambiance effectivement après-guerre très particulière. Ouais, c'est tout à fait ce décor et ça parle d'énormément de choses. Donc ça parle d'Hollywood, mais ça parle un petit peu aussi puisque on est, comme je le disais, à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Notre héros Charlie, il a fait la guerre et il a aussi tous ces traumatismes de ce qu'il a pu voir à la guerre. Ça parle un petit peu de PTSD. Il y a toutes ces choses-là qui sont mises aussi en avant. L'enquête est assez intéressante, mais finalement, moi, c'est pas ce que j'ai le plus aimé. Alors, bien sûr, me suis prise au jeu d'essayer de rassembler les indices, mais je trouve que ce qui nous plonge vraiment dedans, c'est tout le décor qu'il y a autour. Et l'enquête, même si elle est captivante, elle sert un petit peu de prétexte aussi à nous plonger dans cet univers. Et pour le coup, moi, j'ai adoré m'y plonger. J'avais pas envie d'en sortir. Et ça contribue aussi par le dessin. Moi, je trouve que vraiment, Fondu au noir, ça doit être peut-être l'apothéose du travail de Sean Phillips parce que il est vraiment excellent dans ce titre. Alors, il y a bien sûr le travail de la colorisation aussi qui joue, mais ces dessins, ils sont vraiment sublimes. Ça contribue à l'ambiance. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Par exemple, dès que Charlie essaye un petit peu de se remémorer ce qui s'est passé la veille et dont il n'a pas de souvenir, on va avoir un dessin un petit peu flou. Et du coup, ça va contribuer à ça. On a des superpositions parfois d'images. On a une image en fond et un personnage qui est devant, qui réfléchit et qui se remémore certaines choses qui sont en arrière-plan. Il y a plein de par exemple, l'arrière-plan va être en noir et blanc alors que le premier plan va être en couleur. Et son dessin, il est vraiment typique. T'avais montré quelques planches tout à l'heure et moi, c'est vraiment un dessin qui me parle beaucoup et qui est assez caractéristique. Donc il y a les bulles habituelles et on a aussi des carrés de narration, comme dans un roman un petit peu qui t'explique le contexte, les personnages et tout ça contribue à ce que ce soit vraiment une histoire qui est bien ficelée et qui est super captivante du début à la fin. Entre chaque chapitre aussi, on a des dessins d'images de films qui ont été faits par le studio, comme si on avait des photos de différents films du même studio et qui mettent en valeur les acteurs. Le studio était vrai et on avait des vraies affiches. Ça fait vraiment sans avoir un dessin photoréaliste parce que c'est pas le cas. Le dessin fait quand même très réaliste, je trouve, et aide à croire au récit. Et vraiment, c'est photographies comme si c'était des photographies d'autres tournages où on retrouve les acteurs de ce film-là ou d'autres personnages qui sont mêlés à l'histoire. Et l'édition est vraiment très bien faite et très belle. C'est l'édition intégrale que tu as, j'imagine. C'est ça, et c'est chez Delcourt. Voilà, et c'est vraiment c'est un beau pavé, mais parce que j'imagine que il devait y avoir un certain nombre de, je sais pas combien il y avait de tomes à la base, mais ouais, je sais pas non plus. Un petit peu comme Criminal, j'imagine que c'est des intégrales un petit peu pareilles. Oui, mais pour le coup, par exemple, le Fondu au noir, ça fait à peu près l'équivalent d'une intégrale de Criminal. D'accord. Et c'est un récit qui se suffit à lui tout seul. Oui, ok, c'est un récit complet. Voilà, c'est une intégrale complète. Je crois qu'elle est à 40 € et c'est une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et, ça a l'air, franchement, ça a l'air super intéressant. Alors moi, c'est cette ambiance effectivement qu'on retrouve. Alors c'est une ambiance un peu différente parce que du coup, moi j'avais lu Criminal comme je le disais, donc c'est plus récent, plus moderne comme ambiance, mais on retrouve une ambiance. C'est la même patte. Ouais, c'est ça. Une ambiance au niveau de ce gars qui est complètement paumé. Et donc là, ouais, ça m'intrigue de voir ce qu'ils ont pu faire après-guerre, surtout à Hollywood, où effectivement les faux semblants, etc. Ça doit être été assez présent. Et merci pour. Avec plaisir. Ça me fait plaisir d'en parler. Ouais,
c'est intéressant, ouais. De toute façon, ce duo, globalement, j'ai l'impression qu'ils n'ont fait que des bonnes choses. En tout cas, j'entends que des échos très positifs sur leur carrière. Même Pulp, que moi j'ai eu, du coup, je vais en parler, qui avait eu comment dire, avait été un peu critiqué par rapport à son nombre de pages. Ouais, c'est vrai. Au format qui avait été choisi. Il est très efficace, en fait. Et certes, ça fait quoi, 70-80 pages. Ouais, je trouve ça c'est court. Mais t'as une histoire complète et finalement qui est bien troussée. Tu arrives à te retrouver et franchement, est-ce qu'il y avait besoin de plus? Je suis même pas sûr en fait. On a cette habitude d'avoir des récits très longs, mais en fait, un récit court peut suffire. Oui, si c'est efficace et que c'est bien fait, ça suffit. En tout cas, ouais. Après, oui, qu'on peut parfois reprocher, effectivement, c'est peut-être le travail d'édition et le prix qui va avec, qui parfois sont un petit peu cher. C'est le problème des comics, ça. Mais en franco-belge, parfois, pour un même nombre de pages, on va avoir aussi un prix du même ordre. Donc, tout à fait, oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est onéreux tout ça. C'est ça, mais bon, on fait une passion qui est un peu onéreuse, mais qui apporte pas mal de choses, il faut le dire. Oui, et puis au final, c'est des beaux objets dans lesquels on prend aussi plaisir à se replonger parfois, donc. Là, c'est comme un bon polar finalement. C'est ça, c'est vraiment c'est un polar noir. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est tellement riche que c'est quelque chose que moi, enfin, tu vois, je l'ai relu là pour me le remémorer parce que ça faisait plusieurs mois que je l'avais pas lu, voire peut-être plus d'1 année. Et c'est vrai qu'à la seconde lecture, quand on est un petit peu déjà familier de l'univers, on voit d'autres choses, on repère d'autres détails. Donc c'est des comics aussi qui se bonifient avec le temps d'une certaine manière, qui méritent aussi qui gagnent à être relus. Qui gagnent à être relus, c'est vrai. Et pour le coup, c'est comme tu disais. Souvent pour Baker et Phillips ça marche bien en duo, mais ce qu'on peut leur reprocher parfois c'est de peut-être être toujours un petit peu dans le même style, parce que c'est vrai qu'ils ont leurs pattes et qu'ils ont tendance à pas s'en éloigner. Et là où je trouve ce qui fait leur force, c'est quand ils abordent des univers différents, comme c'était le Pulp, c'était un peu côté western, et là c'est le monde du cinéma, et quand ils ont des univers un petit peu à part, c'est là que je trouve qu'ils sont vraiment bons, parce que là ça marche totalement. Voilà. C'est chouette. Alors moi, j'ai décidé de vous parler. Hop. Si j'ai réussi à dire le titre, parce que j'ai du mal à le lire, Betelgeuse de Léo. Donc l'intégrale. Donc alors je vais parler un petit peu de l'auteur. Pour resituer un petit peu, je vais parler un petit peu d'Aldébaran, parce que c'est le deuxième cycle des mondes d'Aldébaran. Et je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de parler de ce tome. Alors, tout simplement, Léo, de son vrai nom Luis Eduardo del Oliveira, est né en 1944 au Brésil. Il s'engage très vite dans la politique en 1968, ce qui lui vaut quelques problèmes, et il quitte le Brésil pour le Chili en 71, j'ai noté, voilà. Puis après, il quitte le Chili pour l'Argentine. L'Argentine où on change de régime et c'est Pinochet qui passe au pouvoir, donc il revient au Brésil et finalement il arrive en France dans les années 80. Donc un parcours un petit peu bizarre, en tout cas un petit peu jalonné de dictature, etc., de choses auxquelles nous on pense pas forcément quand on est en Europe, hein, mais voilà. Et donc il a un grand sens de la liberté. Et donc quand il arrive, il commence avec le scénariste Rodolphe à faire un petit peu de bande dessinée. Et en 1993, il commence le monde d'Aldébaran. Donc c'est de la science-fiction, le monde d'Aldébaran. Alors très simplement, le premier cycle, je vais pas le raconter parce qu'il y a des choses qui se passent, mais j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui voudraient lire. Mais il faut savoir que moi, j'ai commencé de manière un petit peu bizarre, par cette intégrale, qui est donc la deuxième. Et pourquoi j'ai commencé par cette intégrale? Parce qu'en fait, à l'époque, la première intégrale n'était plus disponible. L'intégrale d'Aldébaran n'était plus disponible. On pouvait acheter en tome simple, mais moi, j'avais pas forcément envie, donc j'ai acheté ce tome, et j'ai commencé par ce tome. Alors certes, j'ai sûrement perdu un petit peu de mystère par rapport à l'histoire. Néanmoins,
j'ai pris une baffe là aussi parce que c'est vraiment quelque chose d'assez unique, ce monde que Léo nous a créé. Alors de quoi ça parle Betelgeuse, j'ai du mal à le dire. Je sais pas si toi t'as plus de C'est pas grave. C'est pas grave. à le dire, mais donc de quoi ça parle? Donc en fait, il faut savoir que ça se passe dans plusieurs. On est en 2000. Alors en 2000, alors pour resituer un petit peu, en 2040, l'humanité réussit à voyager à la vitesse de la lumière parce qu'ils ont trouvé des équations, etc. Et ils vont commencer à coloniser des planètes qui sont habitables, dont Aldébaran. Sauf que Aldébaran, pour des raisons X ou Y, le contact avec la planète est rompu en 2080. Et l'histoire d'Aldébaran se passe 100 ans après. Là, pour ce deuxième cycle, on recommence là aussi quelques années après la fin d'Aldébaran. Donc on est à 2185, 2190. Et donc là aussi, cette planète, l'humanité a décidé de la coloniser, et donc ils ont envoyé des personnes pour y aller. Sauf que il n'y a pas de nouvelles depuis un certain nombre de temps. Il n'y a pas de nouvelles. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas s'ils ont réussi à atterrir, ou s'ils ont rencontré des problèmes, ou si autre chose. Voilà. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé, et comme on ne sait pas, on décide d'envoyer une petite délégation je crois qu'il y a 3 personnes. Donc parce qu'on a un vaisseau spatial, donc on décide d'y aller puisque le vaisseau spatial coûte cher, donc on peut pas on peut pas envoyer toute une troupe si c'est pour tomber sur des problèmes. Donc on décide d'envoyer une petite délégation pour étudier et voir ce qui s'est passé. Donc ça c'est un des pans, parce qu'il y a plusieurs plots qui vont arriver en même temps par rapport à cette histoire. Donc ça c'est un point. L'humanité décide d'envoyer un vaisseau spatial pour savoir ce qui s'est passé sur cette planète. Après, on a le point de vue de cette planète, où on retrouve une jeune fille, Meylan, qui vit avec ses parents au milieu d'un désert. Alors, je ne sais pas trop ce qui se passe, pourquoi. Une jeep arrive et des militaires en sortent et disent « Oui, voilà, ta fille est en âge, est adulte maintenant, elle doit venir avec nous au village. » Et donc, ils capturent cette jeune fille et il l'amène au village. Alors, ce qui crée forcément une dissension avec les parents qui ne veulent pas. Je te passe les meilleurs. Les militaires on sent bien les militaires qui sont pas trop démocrates. Hein. En gros, reste là, on va s'occuper de ta fille. Et donc il l'amène. Et au fur et à mesure, ils avancent. Et puis comme dans Aldébaran, et donc on a un monde complètement nouveau qui s'ouvre à nous, avec des paysages assez extraordinaires qu'on ne voit pas. Donc là, ils traversent un désert et ils se rendent compte qu'il y a des sons de ballons, ils savent pas si c'est des plantes, etc. Donc ils s'attardent pour regarder. La jeune fille en profite pour partir et rejoindre une sorte d'animaux qu'on appelle les Yum, qui sont sur la couverture, qui ressemblent un petit peu à des pandas. C'est un peu bizarre. Voilà. Donc elle a réussi à s'enfuir grâce à ces animaux. Voilà. Et donc elle s'enfuit, elle retourne chez ses parents qui, leur fille unique leur ayant été enlevée, ont décidé de se suicider. Donc elle est effectivement effondrée, elle décide de rejoindre un deuxième groupe. Apparemment, il y aurait 2 groupes d'habitants sur cette planète. Donc elle rejoint le groupe de Leila, qui eux sont plutôt enclins avec la nature, etc. Donc on comprend très vite qu'il y a une dissension entre les humains qui habitent sur cette planète. Et donc là, on revient sur notre délégation qui arrive sur la planète, qui arrive en orbite de la planète et qui se rend compte que le vaisseau qui avait été envoyé est toujours là. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est là? Pourquoi est-ce qu'il y a des traces de vie? On ne sait pas. Et donc ils ouvrent le sas et à ce moment-là, il y a 2 survivants qui sont là et qui rentrent avec eux dans la navette. Alors là aussi, la prononciation Inge et Hector. Donc une Belge et puis je sais plus d'où il vient, de pays d'Amérique du Sud, qui rentrent dans la navette, ils disent qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils disent là, on vient de se réveiller de notre hibernation, ça fait 7 ans qu'on dormait, et en fait, en visitant un petit peu, on s'est rendu compte que tous les caissons d'hibernation ont été cassés, et donc tout le monde est mort.
me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Puisqu'il y a des personnes qui sont sur la planète. Donc bon. Et à ce moment-là, l'ordinateur est attaqué. Un virus informatique est en train de détruire toutes les données de l'ordinateur. Donc, ils n'ont qu'une seule solution pour pas se retrouver aussi coincés en orbite. Ils décident d'atterrir sur la planète. Ils atterrissent sur la planète et ils atterrissent avec difficulté. Ils ont une espèce de boule en fait, ils atterrissent avec une grosse boule qui leur permet d'atterrir sur la planète. Une planète qui est pour le coup très verdoyante quand ils arrivent dessus. Ils arrivent après quelques péripéties et surtout avec rencontre avec la faune locale qui tue un de leurs membres de manière assez brutale. Ils arrivent à un village, le village qui est où on a vu les militaires. Et donc on comprend très bien à ce moment-là que on est dans on comprend qu'un certain nombre d'humains ont réussi à atterrir sur la planète, mais qu'il y a eu un problème et que ceux qui restaient en hibernation n'ont pas pu s'en sortir. Il y a eu un blocage. Ils ne sont donc qu'une poignée de survivants et ils ont monté un village qui est régi par des lois assez spéciales. En gros, c'est la natalité à tout prix. Et le brassage génétique. Voilà. Donc la personne, est-ce que je vais citer son nom, la responsable, je vais l'appeler comme ça pour pas spoiler qui c'est. La responsable qui donc est en charge de cette mission délégation comprend très vite que le rôle des femmes c'est uniquement la procréation. Ils sont revenus un petit peu à un mode très primaire, chasse, pêche, nature et tradition. Donc elle, en tant que femme, elle s'insurge de tout ça, elle essaie de comprendre, et puis surtout, elle voit très vite que tout ce qui leur appartient est pris. Ils sont venus avec une batterie, on leur prend. Ils sont venus avec des armes, on leur prend. Et finalement, en une journée, elle comprend qu'en fait, ça y est, ils ont été intégrés dans le village, mais pas en tant que membres qui sont là pour vérifier comment ça marche, mais plutôt en tant que membres et membres sans aucun droit particulier. Donc, ils s'échappent et réussissent à atterrir au deuxième village. Donc, ils rencontrent le deuxième groupe, où là, on leur explique donc Leila, qui est le chef de ce deuxième groupe, était la commandante du vaisseau qui est resté en orbite. Et on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux groupes, qu'il y a une dissension qui s'est passée à un moment donné. Et pourquoi? Comment? Et ben en fait, c'est lié à ces fameux humes, ces animaux. Parce qu'en fait, le principe de la colonisation tel qu'avait été défini par l'ONU, c'est que on ne peut coloniser qu'à partir du moment où il n'y a pas une autre espèce intelligente sur les lieux. Et c'est toute la question de savoir l'intelligence de ces animaux. Est-ce qu'ils sont suffisamment intelligents ou pas? Alors, il y a un groupe qui dit que oui, et un groupe qui dit que non. Forcément, tu l'imagines bien. Et oui. À un moment donné, en essayant de capturer un animal pour l'étudier, une personne qui s'appelle Dixon, il me semble, va le tuer. Il va tuer l'animal parce que ça s'est mal passé. Il n'était pas d'accord. Forcément, c'est un animal. Animal, pas animal. Je sais même pas comment expliquer. En tout cas, elle voulait pas se laisser faire. Elle s'est rebellée. Elle a assez costaud, donc du coup, elle a blessé des gens. Lui, il a pris son pistolet, il a tiré, il a tué. Voilà. Conclusion, c'est ce qu'on voulait. De toute façon, on voulait la disséquer, donc tant mieux. Sauf que forcément, les biologistes qui étaient pas du tout enclins à faire ça, ils ont dit que c'était pas normal, et surtout, les humains qui restaient ont fait la guerre aux humains, donc il y a eu des grosses problématiques. Donc les groupes se sont séparés parce qu'il y a eu des échanges, etc. Et a priori, Leila serait responsable du virus informatique qui a contaminé le vaisseau en orbite et donc a tout tué. Voilà. Donc on est sur cette situation. Et donc la responsable, je vais l'appeler comme ça, la responsable décide, elle se pose beaucoup de questions et elle dit comment je fais? Et en fait, elle décide de monter un groupe pour explorer, pour comprendre, aller vraiment au cœur de la forêt et étudier ces humes avec des membres de chaque groupe. Et donc à ce moment-là commence une expédition pour savoir si cette espèce est intelligente ou pas. Voilà. Et donc ils vont suivre la rivière et arriver à un endroit où ces animaux sont là. Alors on ne sait pas ce qu'ils font, c'est très bizarre. Ils ont une espèce de pile au niveau de leur ventre.
mais on sait pas d'où elle vient. Et puis, ils jettent des fruits dans la rivière qui coulent, mais ils ne mangent pas. Donc, il y a plein de choses assez bizarres qui se passent. Et ils arrivent à un moment donné dans une grotte où il y a des choses très étranges qui existent. Et je vais pas en dire plus, parce que sinon, je vais révéler tout le principe de cette saga, qui, qui vraiment, alors moi, c'est assez fou parce que cette saga, elle a été écrite en 2000, de 2000 à 2005. C'est l'intervalle pendant lequel les 5 tomes ont été faits, puisque c'est une intégrale de 5 tomes. Et on retrouve des thèmes qui, alors certes, 20 ans après, il y a des choses qui sont un petit peu, tu dirais, bon, l'auteur, peut-être qu'il aurait pu améliorer des petites choses ou quelques dialogues qui sont un peu moyens, mais on retrouve quand même, il me semble pour moi, des thèmes qui sont en cours d'actualité aujourd'hui, notamment toutes ces problématiques de s'il y a plus de civilisation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça redevient la loi du plus fort? Est-ce que quel est le rôle des femmes dans la société? Quel est le rôle des hommes dans la société? Quel est le rôle de la nature dans la vie? Est-ce que l'homme peut se mettre au-dessus de la nature à n'importe quel prix ou pas? Est-ce que lui-même n'est pas dans la nature et forme un tout? Donc il y a beaucoup de thèmes comme ça dans cette œuvre, et surtout moi le personnage principal, moi je le trouve hyper charismatique. C'est vraiment quelqu'un qui est à la fois, tu parlais tout à l'heure des personnes qui étaient à la fois pas tout ambivalente, qui étaient ambivalentes. Elle est aussi ambivalente, elle fait des erreurs, mais surtout elle peut montrer des aspects très très forts et des aspects ou très très faible, dans le sens où elle n'a pas d'hésitation à montrer ses sentiments, à montrer ce qu'elle ressent, même à mettre des fois un peu en péril certaines choses, parce que elle dit ce qu'elle pense au moment où elle le pense, et voilà, et elle lutte aussi contre l'ordre établi d'une certaine manière, parce que vis-à-vis des militaires par exemple, elle aurait très bien pu dire ok, bon, très bien, on sait pas quoi faire, on arrête. Non, tout de suite, elle a pris le contre-pied, en disant voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Et puis, d'ailleurs, je vais juste remonter un petit peu en arrière par rapport à ce thème. Donc, quand ils sont arrivés, ils étaient 3 dans la capsule, donc 2 hommes et 7 responsables. Et puis, ils ont accueilli Inge et Hector, donc ils étaient à 5. Il y en a un qui est mort avec la faune, et puis, donc, du coup, c'est elle qui se retrouve en responsable, parce que c'était la 2e dans l'ordre de la hiérarchie. Et à ce moment-là, elle dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'étais venu en second, mais vous avez signé les papiers. Oui, mais bon, j'ai jamais pensé qu'en signant, c'est moi qui allais devenir chef. Je pensais pas qu'il allait mourir, le pauvre. Donc, comment je dois faire? Et donc, ok, moi je suis militaire. Ok, du coup, je vous laisse le commandement. Ok, donc on va faire ça et ça. Ah non, je suis pas d'accord. Donc, on revient, je reprends le commandement et je change on va d'avis. faire comme ça. Voilà. On arrête les bêtises. Déjà, on va s'appeler par nos prénoms. On va arrêter de se dire ça, et on va essayer d'être dans un mode plus coopératif où chacun a un rôle, plutôt que de dire vous êtes le militaire, c'est vous qui avez l'arme, c'est vous, etc. Donc, elle est vraiment très très forte sur cet aspect, et surtout, elle montre aussi, et je crois que c'est aussi très important de voir tout l'aspect, parce qu'il y a une faune qui n'existe pas, qui est assez belle, et du coup c'est vrai qu'on a l'impression que dès que l'homme arrive, c'est gros sabots, c'est des armes à feu, c'est la violence, c'est le mal qu'on peut se faire entre nous, et donc tous ces thèmes qui sont finalement toujours malheureusement d'actualité sont montrés ici, alors sous un spectre de science-fiction, mais au final on se dit oui, mais c'est bien comme ça, malheureusement tous les travers sont là. Bon, et du coup, l'œuvre est quand même positive. je précise quand même, ça finit bien, mais surtout ça ouvre des voies, et ce qui est très très pertinent dans la démarche, c'est que Léo va reprendre toute une intrigue effectivement, mais qui peut se lire, il me semble, de manière un petit peu autonome. Oui. Surtout qu'au début, on a un petit peu de la même manière un trombinoscope aussi de certains personnages clés qui nous sont racontés. Donc, alors moi, ça fait partie de mes BD coup de cœur, le monde d'Aldébaran, parce que vraiment j'ai adhéré à cet univers. Alors effectivement, l'auteur, on peut lui reprocher un certain nombre de choses,
moi, le truc qui me fait toujours un peu tiquer, c'est qu'il dessine des personnages qui sont toujours très très beaux. Ouais. C'est voilà, les personnages sont souvent trop beaux par rapport à ce qu'ils devraient être. C'est comme ça. Et c'est vrai qu'il a tendance aussi, il aime les femmes, quoi. On voit qu'il aime les femmes. Ouais. Il y a des discours très féministes, pardon, mais il n'empêche que des fois, les femmes sont aussi l'objet de désir, etc. Donc c'est des fois c'est un petit peu paradoxal, comme mais bon. En tout cas, ça reste quelque chose d'intéressant. Et surtout, c'est au niveau des dessins. Je vais remontrer une planche. Hop. Donc voilà. Donc on a les femmes Hume, et donc on a un style de dessin qui est très dans la ligne franco-belge. Voilà, donc quelque chose d'assez classique, mais qui réussit quand même à nous faire vibrer. Et surtout, on a des expressions des personnages qui sont très visibles. Par exemple, ce personnage Toshiro, on voit bien qu'il est étonné. Les deux sur la case là, ils sont très expressifs. Et c'est ça la grande force, parce qu'il arrive forcément des choses un petit peu, il surjoue pas, quoi. Quand il arrive un truc et qu'ils font une tête, c'est parce que s'il va m'arriver un truc. Et donc moi, c'est un style que j'apprécie beaucoup et qui vraiment m'emporte. Et puis comme c'est une histoire, on a vraiment un cycle. On se lance après parce que donc il y a Aldébaran, Bételgeuse, après il y a Antares, les survivants, retour sur Aldébaran, Neptune. donc c'est vraiment une saga qui a commencé en 93 et qui du coup continue encore aujourd'hui. Donc moi moi j'aime bien. Et toi qui as commencé, vas-y finis, pardon. Ouais non, je t'en prie. Non, je voulais dire, toi justement qui a commencé par celui-là, c'était pas gênant pour la compréhension de pas avoir lu ce qu'il y avait avant? Je pense que ça peut. Alors oui et non, parce que en fait, alors le premier Aldébaran est très très bien aussi, je l'aime beaucoup. C'est les origines, c'est là tout démarre, mais il a un style, on voit que l'auteur se cherchait un petit peu encore au niveau de l'histoire. Je l'ai relu, j'ai lu les deux parce que je ne savais pas duquel parler en fait. Est-ce que je commençais par le début ou par ce deuxième tome, sachant que le premier tome, le personnage principal a beaucoup de bulles de pensée. D'accord. Ce qui est un style, ce qui fait un peu vieillot dans la narration, parce qu'à chaque case il y a une bulle de pensée du personnage et du coup c'est vrai que ça alourdit un petit peu l'ensemble. Mais là aussi, on retrouve des thèmes très très forts, qui peut-être même encore plus forts qu'ici, parce que Léo, qui donc a échappé à la dictature, qui s'est enfui, etc. Donc on a bien compris qu'il n'aimait pas les militaires, etc. Mais il a aussi une grosse dent vis-à-vis de l'Église. Il n'hésite pas à les tacler, assez sévèrement. Ce qui est moins présent dans ce tome, mais dans le tome d'Aldébaran, c'est voilà. Il y a toute une dictature un peu religieuse. Ouais, religieuse, tout à fait. Donc ça donne des choses un peu bizarres. Toujours avec cet esprit nataliste où on dit on n'est que 5, il faut peupler la planète. Allez, les femmes, on y va. Avec toutes les dérives que ça peut avoir. C'est un truc tu dis mais non, pourquoi surtout que ça se passe dans le futur, tu dis mais normalement ça devrait pas être comme ça, quoi. On devrait avoir évolué un petit peu, mais en fait quand on voit bien que la civilisation finalement dès qu'on retombe sur des choses un peu moins modernes, finalement on est vraiment ancré dans ce qu'on a vécu, quoi. Bon. C'est ça. Ça peut être assez cyclique finalement de reproduire un petit peu les erreurs du passé. On a tendance à le faire. Hein. Mais pour le coup, ça a l'air super bien une série, je sais pas. Non, s'il vous plaît. Voilà, je sais pas. En tout cas, s'ils font une série, je ne sais pas qui pourront mettre dans le rôle de la responsable, que je ne vais pas ne citer, mais parce que c'est un personnage qui franchement, moi je trouve exceptionnel. C'est je pense mon personnage féminin que je préfère. Toute œuvre confondue. Sauf. Ah ouais, tu le vends bien pour le coup. Personnage charismatique. Ah oui. Et vraiment, bref, je l'aime beaucoup. Non, mais ça a l'air vraiment. Enfin, tu le vends bien et puis ça a l'air d'être des paysans, d'être riches aussi. C'est ça en fait. On a cette notion qu'on n'a plus aujourd'hui parce que aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore un coin de la Terre qu'on n'a pas visité?
qui restent inconnus. On a fait le tour. D'une certaine manière, on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Alors que là, c'est des planètes qui finalement sont très peu peuplées, et donc il y a tout à découvrir. C'est ça. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux aussi. Dans la création, je veux dire. Dans la création, et puis l'auteur reprend des codes différents, c'est-à-dire que on peut voir des animaux, justement, on se dit, bah voilà, ils ont l'air tout sympathiques, et en fait pas du tout. Ou au contraire, qu'ils ont l'air très menaçants, à raison. Il a inventé toute une faune très exceptionnelle, et qui donne aussi cette sensation d'aventure et de découverte. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber quand on commence un tome, sur les paysages, sur la population, sur tout ça, c'est fou. Oui, et puis ce côté où finalement ce qui pourrait nous paraître de la faune par rapport au code terrien entre guillemets, ça peut être des personnes qui, comme tu disais, c'est le thème, dotées d'intelligence, et c'est pas parce qu'en apparence ça a l'air d'être de simples animaux entre guillemets, sans être dégradants, que derrière il n'y a pas plus, quoi. C'est ça, d'ailleurs, un des critères pour dire oui, mais ce sont que des animaux. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de civilisation. Mais en fait, est-ce qu'on a forcément besoin de construire des villes pour être civilisé et intelligent? Est-ce qu'ils en ont besoin? Parce que c'est chaque civilisation entre guillemets, c'est besoin, quoi. Exactement. Mais on est très humano-centré sur certaines choses. Oui. On peut pas être intelligent si on n'a pas nos propres critères d'intelligence finalement. Ce qui ne devrait pas être le cas. C'est ça. Mais la question d'être intelligent est pas forcément évidente non plus à définir selon des critères spécifiques. Donc non, c'est une question qui est assez intéressante. Donc en tout cas, ça me donne très envie de le lire. Du coup, mon portefeuille ne te remercie pas, mais il est dans toutes les bonnes médiathèques. Si t'as l'occasion. Non mais c'est vrai. Vraiment. Non, mais c'est une œuvre que tu peux je jetterai un coup d'œil. C'est vrai que je pense pas toujours à l'option de la médiathèque, mais c'est une bonne idée pourtant, et c'est ce qui permet aussi de le lire. Moi, j'aime bien l'aspect médiathèque, parce que tu l'as dit, effectivement, c'est une passion qui est assez onéreuse. Oui. et on ne pourra pas s'acheter, outre le temps, on peut pas s'acheter tout ce qu'on veut. C'est ça. Donc, c'est vrai que, quitte à faire des choix, parce que, mine de rien, c'est quand on débourse une vingtaine d'euros, je dirais que c'est un prix un peu moyen pour un comics. Et que ça ne te plaît pas, c'est vrai que ça fait un peu mal. C'est ça. Des fois, on a tendance moi, j'ai tendance à être, autant, c'est vrai que quand je lisais beaucoup de romans, je pouvais me permettre d'acheter un roman à 8 € juste parce que la couverture m'intéressait ou le résumé avait l'air fun, et parfois tomber sur un truc qui me plaisait pas du tout. Autant sur un comics à 20-30 balles, c'est vrai que on a tendance à être plus sélectif dans ce qu'on achète. Exactement. Et justement, se limiter aussi à notre zone de confort entre guillemets de lecture, en disant voilà, ça je connais, donc après bon, c'est pour ça que la médiathèque c'est bien. Allez aux médiathèques. Plus il y aura de gens qui iront aux médiathèques, plus il y aura de budget, etc. On espère. Et oui, et puis il y aura de choses à lire aussi. Bah ouais, c'est ça. Donc ça reste un bon plan, je trouve. D'où aussi ce qu'on fait, et puis le partage, et d'avoir d'autres personnes qui ont déjà lu les titres pour nous donner un petit peu leur avis, quoi. Et c'est comme ça qu'on trouve des titres vers lesquels je serais pas allé directement, tu vois, ce que tu présentes là, et alors que je serais sûrement passé à côté de quelque chose. Après, voilà, on peut pas. Voilà, des fois il y a des petites pépites, que chacun a sa propre pépite. C'est ça. Voilà. Son livre un peu doudou, coup de cœur et autres. Eh bien, merci Léna d'être venue. C'était vraiment chouette, une belle découverte pour ma part. Ce fondu au noir là, tu as vraiment titillé ma curiosité, et je vais rechercher ce titre de film pour voir. Ce que c'est. N'hésite pas à me le redire. Ah ouais, parce que ça m'intéresse du coup. C'est l'air d'être vraiment cette ambiance. Donc je vais voir comment ça se goupille. Et merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir présenté ce titre aussi qui a l'air très sympa. Ça me faisait plaisir d'avoir un point de vue différent des personnes que je côtoie habituellement. Donc ça me faisait plaisir de te recevoir, plaisir que tu nous présentes ce titre. Et puis je mettrai donc tous tes liens de tes nombreuses émissions en description. En tout cas, notamment Comic Discovery, effectivement, la chaîne de Jules et Nico,
Et puis le site James FA où on pourra après re-switcher sur les différentes émissions, C'est différentes ça, séries c'est et ça. autres. Oui, il y a Il y a tout même qui est des podcasts répertorié qui se dessus, montent. donc c'est J'ai ça. entendu dire qu'il y a des podcasts qui se montaient de partout, sur Gotham Central notamment. Mais voilà. Donc merci à vous d'être présents. N'hésitez pas à suivre Léna sur ses réseaux. Et sur ce, je vous dis à une très prochaine. Ciao, ciao. À bientôt. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.